Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce dimanche 26 juillet. Retour au calme au Moyen-Orient après plusieurs jours de bombardements entre les États-Unis et l'Iran dû essentiellement au contrôle du détroit stratégique d'Ormuz. Coopération algéro-sénégalaise, Alger et Dakar conviennent de donner une nouvelle impulsion aux relations bilatérales, notamment à travers la préparation de la tenue de la prochaine session de la commission mixte. Incendie en Algérie, les services de la protection civile annoncent une diminution de l'ampleur des feux de forêt à travers le pays après une période de 2 semaines marquée par une hausse record des températures. Et puis Sahara occidentale, l'ancienne détenue politique militante des droits humains et présidente de l'instance sahraoui contre l'occupation marocaine Aminatou Haïdar exige l'application du droit international au Sahara occidental occupé. Bonsoir à tous. Calme relatif au Moyen-Orient. Aucune frappe américaine ni iranienne n'a été signalée ce dimanche après plusieurs jours de bombardements mutuels liés en grande partie au contrôle du détroit stratégique d'Ormuz. Le point avec Amal Amzian Zitouni. Une nette accalmie marque ce week-end de fin juillet 2026 entre l'Iran et les États-Unis. L'armée américaine a suspendu ses frappes aériennes contre l'Iran après près de 2 semaines d'intensification des bombardements, tandis que les efforts diplomatiques se poursuivent pour tenter d'éviter un retour d'une guerre totale. Le président américain aurait suspendu les attaques contre l'Iran afin de laisser plus de place à la diplomatie, selon l'ambassadeur américain auprès des Nations Unies. Comme l'a dit le président, nous sommes prêts à intervenir et des moyens supplémentaires sont déployés sur le terrain, mais il laisse une marge de manœuvre aux négociations et leur donne un peu d'espace. Ont été mobilisés des représentants d'Oman et d'Iran ainsi que plusieurs de nos autres négociateurs à tous les niveaux, du plus haut niveau jusqu'au niveau technique, au cours des dernières semaines et plus particulièrement ces derniers jours. Du côté iranien, un porte-parole de l'armée iranienne a déclaré que le pays avait suspendu ce qu'il a qualifié d'opération de représailles après que les États-Unis ont cessé leurs attaques ces 2 dernières nuits. Dans une interview diffusée dimanche matin sur la télévision d'État iranienne, le général de brigade Mohammad Akraminia a déclaré que la stratégie de son pays était une stratégie de riposte. Ces attaques se sont poursuivies jusqu'à il y a 2 nuits. Cependant, au cours des 2 dernières nuits, les Américains ont cessé leurs attaques. Comme je l'ai dit, notre stratégie étant fondamentalement axée sur les représailles, nous avons également interrompu nos opérations de représailles. Le général iranien Aboulfazl Serrakchi a quant à lui déclaré dimanche que l'Iran était pleinement préparé à toute frappe aérienne ou opération militaire terrestre potentielle. Selon les médias citant la télévision d'État iranienne, Serrakchi a fait remarquer que les États-Unis sont confrontés à une situation chaotique qui leur est défavorable et que les efforts américains tant dans le détroit d'Ormuz que dans les tentatives d'affaiblir l'Iran n'ont pas atteint leurs objectifs. Serrakchi a déclaré que les États-Unis recherchent actuellement une nouvelle stratégie et qu'il ne faut pas exclure la possibilité d'un retrait américain de la guerre, tout en ajoutant qu'une telle décision dépendrait de l'accord de l'entité sioniste. L'incertitude est encore accrue par l'impact de la visite imminente à Washington du dénommé Netanyahou et l'entretien avec Trump. Cette rencontre marquera les premiers échanges en face à face entre Trump et le premier ministre du gouvernement d'occupation sioniste depuis le début du conflit en Iran le 28 février. Selon Serrakchi, cette visite pourrait exposer l'Iran à de nouvelles frappes aériennes ou à une intervention militaire terrestre. Toutefois, en cas de conflit terrestre, a-t-il précisé, les États-Unis seraient plus vulnérables, l'Iran ayant pris toutes les dispositions nécessaires pour faire face à une telle éventualité. Et si les frappes ont cessé, les menaces, elles, fusent encore. L'armée iranienne a averti que la guerre au Moyen-Orient allait s'étendre encore si les États-Unis reprennent leur bombardement en pause depuis 2 jours.
Il y a environ 2 semaines, les Américains ont violé le mémorandum d'Islamabad et créé une voie maritime illégale et artificielle au sud du détroit d'Ormuz. Cette voie étant contraire à l'article 5 du mémorandum, nous avons réagi promptement et empêché que la voie que les Américains tentaient d'établir et de consolider ne se pérennise. Il s'en est suivi une confrontation entre nous et les Américains qui a duré environ 15 jours, durant lesquels nous avons subi des attaques et des actes d'agression américains la nuit, notamment le long de la côte sud du pays. Durant cette phase de la guerre, notre stratégie était axée sur les représailles. Nous cherchions à établir une dissuasion par les représailles, à empêcher les Américains de continuer à violer leurs engagements et à ramener les États-Unis dans le droit chemin afin qu'ils se conforment aux dispositions du mémorandum. Et de son côté, le corps des gardiens de la révolution islamique iranien, CGRI, a averti ce dimanche que l'entité sioniste qu'elle s'exposerait à de graves conséquences en cas de reprise des hostilités, tout en promettant des représailles contre toute nation qui soutiendrait une action militaire américaine contre l'Iran. Par ailleurs, le CGRI a indiqué ce dimanche avoir intercepté 6 navires qui tentaient de traverser le détroit d'Ormuz au cours des dernières 24 heures. Ces navires ont été contraints de mouiller et d'obéir aux instructions des autorités iraniennes après avoir reçu des avertissements. L'Iran et Oman, par ailleurs, ont tenu plusieurs séries de pourparlers à Téhéran ces 2 derniers jours au sujet du détroit d'Ormuz et les 2 parties réalisant des progrès tangibles. Au Liban, à présent, l'autre front du conflit, les Libanais découvrent jour après jour l'étendue des dégâts causés par les bombardements de l'entité sioniste, à l'instar des habitants déplacés de Zaoutar al-Gharbiyeh dans le sud du pays, qui ont inspecté leurs maisons endommagées et à la recherche de leurs biens après leur retour dans leur ville natale suite au retrait des forces de l'occupation. Le vieux Zaoutar al-Gharbiyeh, avec ses maisons en pierre, certaines vieilles de 100, 200 ou 300 ans, nous les considérions comme un lieu historique auquel nous tenions. Quand vous venez voir ce spectacle, quelle est la faute de ces maisons? Quelle est la faute des habitants? Quelles sont leurs fautes? Vous constatez par vous-même, vous découvrirez une destruction totale comme une vengeance contre l'humanité elle-même, plus qu'une vengeance militaire. Voyons, regardez, voilà la grève. Une grève d'ici, une grève de là encore. Comment la maison peut-elle tenir? Que Dieu nous dédommage, que Dieu ne dédommage. Que pouvons-nous dire? Oui, nous avons passé toute notre vie ici. Nous avons grandi ici et mes enfants aussi. Toute notre vie s'est déroulée ici. Franchement, Zaoutar est un paradis. C'est triste que cela lui soit arrivé. Vous savez, on ne se rend compte de la valeur de quelque chose que lorsqu'on l'a perdu. L'entité sioniste poursuit son agression génocidaire contre la bande de Gaza. Au moins 2 Palestiniens sont tombés en martyrs et 7 autres ont été blessés ce dimanche suite à une frappe des forces de l'occupation ayant visé un véhicule au sud de la ville de Deir el-Balah dans le centre de l'enclave palestinienne. Et depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de ce génocide s'est alourdi à 73 326 martyrs et 173 997 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Dans ce contexte, le pape Léon XIV a exprimé ce dimanche son inquiétude face à l'escalade de la violence en Terre Sainte et a renouvelé ses appels à des négociations en vue d'une solution politique dans la région, soulignant suivre avec inquiétude l'aggravation des violences qui ont récemment coûté la vie à de nombreux civils à Gaza et en Cisjordanie.
Je suis avec inquiétude la violence persistante et croissante en Terre Sainte, qui a récemment fait de nombreuses victimes civiles en Cisjordanie et à Gaza. Je lance un appel sincère à la reprise des négociations visant à parvenir à une solution politique juste, fondée sur l'égale dignité et l'égale égalité des droits de chaque personne humaine et au rejet de nouvelles actions militaires et de décisions unilatérales, en particulier celles qui violent le respect et le statu quo des lieux saints de chaque confession religieuse. Je renouvelle également mon appel concernant la situation au Moyen-Orient où l'intensification des opérations militaires a entraîné une recrudescence des violences et des destructions, mettant gravement en danger la vie de nombreux civils et aggravant les pénuries d'eau potable et d'électricité. Je vous en parlais en titre, coopération algéro-sénégalaise. Le ministre d'État, ministre algérien des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu ce dimanche à Alger le ministre sénégalais de l'intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang, qui effectue une visite de travail en Algérie. Les deux parties sont convenues de la nécessité de réactiver les mécanismes de coopération bilatérale afin de donner une nouvelle impulsion aux relations bilatérales, notamment à travers la préparation de la tenue de la prochaine session de la commission mixte algéro-sénégalaise avant la fin de l'année en cours et la relance du Conseil d'affaires algéro-sénégalais. Cette rencontre a également constitué une importante occasion pour échanger les vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, en tête desquelles la situation dans la région sahélo-saharienne. Par ailleurs, le ministre sénégalais de l'intégration africaine, des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang, a examiné avec le ministre d'État, ministre algérien des hydrocarbures, Mohamed Arkab, les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le secteur des hydrocarbures et d'élargir le partenariat entre le groupe Sonatrach et la Société nationale sénégalaise des hydrocarbures, Petrosen. Je vous en parlais en titre également. Les services de la protection civile algérienne ont annoncé une diminution de l'ampleur des feux de forêt à travers le pays après une période de 2 semaines marquée par des conditions anticycloniques ayant propulsé les températures à des niveaux records dans la plupart des régions du pays. Parallèlement, l'Office national de la météorologie prévoit une amélioration des conditions météorologiques dans les prochains jours, accompagnée d'une baisse des températures. Souhila Kilal. Dans un élan illustrant les plus nobles idéaux de solidarité nationale, l'Algérie s'est mobilisée pour endiguer une vague de violents incendies ayant ravagé des milliers d'hectares de végétation et causé des pertes humaines ainsi que des dégâts matériels dans plusieurs villes du pays. La vague de chaleur record qu'a connue le pays a été un facteur majeur favorisant le déclenchement et la propagation des incendies. Toutefois, la mobilisation massive, notamment des services de la protection civile, du personnel forestier, des unités de l'armée et les forces de sécurité aux côtés des citoyens, a permis de contenir les flammes et de protéger les citoyens et leurs biens. Au cours de cette lutte acharnée, les unités de la protection civile ont fait preuve d'un grand professionnalisme. Les équipes d'intervention sont parvenues à maîtriser 103 incendies et à endiguer leur propagation, après une aggravation de la situation au cours des dernières heures. Par ailleurs, 91 incendies ont été entièrement éteints, alors que les 12 foyers restants font l'objet d'un traitement minutieux et de mesures de confinement visant à prévenir toute reprise de feu due au vent ou à des braises résiduelles, témoignant ainsi de l'efficacité et de la continuité des interventions sur le terrain. 90% des incendies qui ont été signalés ces dernières 24 heures ont été maîtrisés. Le travail sur le terrain se poursuit et tous les efforts ont été consentis pour venir à bout des autres incendies. Les prévisions de l'Office national de la météorologie annoncent une amélioration des conditions climatiques, avec une baisse progressive des températures qui ont atteint ce mois de juillet des records jamais égalés. Cette amélioration est due, toujours selon l'ONM, à l'affaiblissement du dôme de chaleur qui stagnait au-dessus de l'Algérie. En d'autres termes, l'anticyclone responsable de la vague de chaleur se décale ou s'affaiblit, permettant le retour d'une circulation atmosphérique d'ouest en est. Cette évolution limite les remontées d'air chaud en provenance du Sahara.
La vague de chaleur qui a touché le nord du pays et les oasis est due à l'anticyclone ou ce que l'on appelle le dôme de chaleur. Cet anticyclone est en train de se décaler vers les régions sud, ce qui a permis une baisse des températures qui sont actuellement de saison. Ces températures vont durer jusqu'au début du mois prochain. Nous nous attendons à des pluies orageuses sur les régions est durant cette nuit et la matinée de demain, ce qui va contribuer à éteindre les foyers d'incendie restants. Après plus de 2 semaines d'incendie et de très forte chaleur, l'Algérie se prépare à un double soulagement climatique et sur le terrain. Mais la vigilance reste de rigueur pour les jours et les semaines à venir pour éviter que le même scénario ne se reproduise. Et si la situation semble maîtrisée en Algérie, elle échappe à tout contrôle en Europe, notamment en France, où l'incendie hors norme est imprévisible, qui ravage la Gironde depuis mercredi. Ce dimanche, les flammes sont à une quinzaine de kilomètres de la métropole bordelaise, forçant l'évacuation sans précédent de communes entières. Mais les températures élevées des prochains jours pourraient encore aggraver le phénomène. Les feux ont ravagé depuis mercredi 42 000 hectares, poussant à l'évacuation de 220 000 personnes en Gironde. Donc là, vous avez assisté à la mise en place d'une ligne d'appui. Une ligne d'appui qui était destinée à bloquer le feu, à stopper le feu sur la départementale 106. Un axe prioritaire sur lequel le vent s'est levé aux alentours de 17h et a propagé le feu dans des semis de pin de 5 à 10 ans. Et donc qui nous a forcé à le contenir avec des moyens relativement importants sur cet axe. De leur côté, les autorités espagnoles ont estimé que l'incendie d'Avila, près de Madrid, est le plus important feu de forêt de l'histoire récente de l'Espagne. Près de 75 000 personnes ont été déplacées par les incendies qui ont ravagé les environs de Madrid et les régions voisines, ainsi que celle de Valence, dans l'est du pays, où une personne est décédée à cause des flammes. Nous sommes aujourd'hui un peu plus pessimistes qu'hier. Les conditions météorologiques, comme vous l'avez vu tout au long de la journée, n'ont pas du tout été favorables. La nuit prochaine n'augure rien de bon. Je vous en parlais en titre, Sahara occidental, l'ancienne détenue politique, militante des droits humains et présidente de l'instance sahraoui contre l'occupation marocaine. Aminatou Haïdar a exigé la nécessité d'appliquer le droit international au Sahara occidental occupé. Haïdar est lors d'une conférence sur les droits humains tenue hier soir au siège du Musée national mexicain des cultures du monde, a réaffirmé l'attachement du peuple sahraoui à son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance, ainsi que son rejet absolu de toutes les tentatives de soumission des peuples au colonialisme, que ce soit par la force ou par des intérêts stratégiques. Le message que le peuple sahraoui veut transmettre au monde est clair et ferme. Nous sommes un peuple libre, profondément attaché à sa liberté, qui refuse de se soumettre à l'occupation, à la répression et à l'intimidation. Nous revendiquons l'intégralité de nos droits politiques, civils, économiques et culturels, et plus particulièrement notre droit inaliénable et imprescriptible à l'autodétermination et à l'indépendance. Notre message à la communauté internationale et aux Nations Unies est simple mais puissant. Nous ne demandons rien de plus que l'application du droit international au Sahara occidental. Nous rejetons la loi de la force ainsi que la soumission des peuples par la force ou par des intérêts étrangers. Et toujours selon Aminatou Haïdar, la question du Sahara occidental n'est pas seulement un problème africain, mais un test de crédibilité pour les principes de liberté, de démocratie, d'autodétermination et de dignité humaine. No aceptamos ninguna negociación.
Nous n'acceptons aucune négociation qui signifierait le renoncement aux droits pleins et entiers du peuple sahraoui, qu'il a lui-même défini lorsqu'il a rejeté le colonialisme espagnol, lorsqu'il a résisté à l'occupation marocaine et lorsqu'il a proclamé la République arabe sahraoui démocratique. C'est pourquoi nous exigeons du Maroc et de ses soutiens qu'il respecte notre volonté et mette fin à ce colonialisme de peuplement qui ne génère que la souffrance, l'instabilité régionale et le discrédit du droit international. L'autorité nigériane de l'aviation civile a menacé officiellement de suspendre les droits de trafic de Royal Air Maroc dans son espace aérien, en cause une dégradation jugée inacceptable de la qualité de service, illustrée par des retards chroniques, des pertes répétées de bagages et un traitement défaillant des réclamations. Alors que le régulateur nigérian avait déjà prononcé des sanctions financières en 2025, le manque d'amélioration pousse aujourd'hui Abuja à envisager la rupture. Le nombre, cette fois, de cas confirmés d'Ebola en République démocratique du Congo a dépassé les 3075 selon les chiffres officiels publiés par les autorités sanitaires. L'épidémie qui touche 5 provinces du pays, à savoir l'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Haut-Uélé et la Chopo, a fait jusqu'à présent 1354 décès. Les travailleurs de la santé, cette fois, du centre de traitement Ebola El Kia à Bunia ont organisé une manifestation hier réclamant 2 mois de salaire impayés et avertissant qu'ils ne pouvaient plus maintenir la réponse à l'épidémie sans le soutien du gouvernement. Abandonné à notre triste sort. Et quand on fait la statistique, on trouve que dans ces CTI ici, il y a le taux élevé même de guérison. Nous nous donnons corps et âme pour s'occuper de nos malades. Mais pourquoi le gouvernement ne peut pas nous prendre à charge? On s'est déjà sacrifié. Et si on continue de rester comme ça, on va se sacrifier dans le vide. Et quand on aura aussi des contaminations, on aura des morts, qui va nous considérer? Qui va nous dédommager? Qui va nous payer? Premièrement, que le gouvernement puisse songer sur nous. Oui, c'est un grand risque vraiment que le gouvernement puisse songer sur nous. Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.